Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Réunion des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est en marge de la COP27 en Égypte. Au cœur des discussions, la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, région où une force régionale doit être déployée pour lutter contre les groupes armés. Les préparatifs des élections législatives au Bénin, la liste électorale informatisée réalisée par l'Agence nationale d'identification des personnes a été transmise à la Commission électorale nationale autonome. Et puis le développement du secteur privé non pétrolier en Angola, une mission confiée à l'Agence angolaise pour la promotion des investissements privés et des exportations. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la rue grondée ce 9 novembre au Soudan. Ce mercredi, des milliers de personnes issues des communautés Nouba ont investi les rues de la capitale Khartoum. Leurs cris de protestation, les violences tribales. Cette mobilisation survient après un regain de tension survenu les 19 et 20 octobre dans l'état du Nil Bleu, situé au sud du pays. Tensions qui ont fait au moins 150 morts. À la suite de ces violences causées par la question de l'accès à la terre, les autorités avaient décrété l'état d'urgence. Autre état secoué par des affrontements tribaux, le Kordofan Ouest. D'après l'ONU, au moins 19 personnes sont décédées lors de ces heurts survenus également au mois d'octobre. À ces chiffres s'ajoutent également 34 blessés. Notons que depuis le début de l'année, les conflits tribaux ont provoqué le déplacement de plus de 210 000 personnes selon les Nations Unies. Dans l'actualité également, donnons une chance à la paix. Ce sont les mots prononcés par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse. Des propos relatifs à la situation au Tigré. Le patron de l'OMS a en effet appelé à la livraison immédiate de nourriture et de médicaments dans cette région située au nord de l'Éthiopie. Région ravagée par une guerre qui aura duré 2 ans, un conflit aux lourdes conséquences pour la population. En août dernier, le programme alimentaire mondial avait indiqué que 89% des habitants du Tigré étaient en situation d'insécurité alimentaire en raison du blocus imposé à la région. Mais le 2 novembre dernier, l'espoir d'un retour à la paix pour ses habitants revient, date à laquelle un accord a été trouvé entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du TPLF pour une cessation des hostilités. Quelle stratégie pour favoriser un retour à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo? La question était au cœur de consultations tenues en marge de la COP27 organisée en Égypte. Consultations qui ont réuni les dirigeants des États membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Les chefs de l'État se sont notamment penchés sur la situation au Nord Kivu, région secouée par des attaques perpétrées par le M23. Joël Ballot. En amont de la prochaine session du dialogue de paix de la communauté d'Afrique de l'Est, le président en exercice du sommet des chefs d'État de la dite communauté, Évariste Ndayishimiye, a tenu des consultations pour faciliter le retour à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de ces échanges organisés en marge de la COP27 en Égypte avec les chefs d'État du Rwanda, de la Tanzanie, du Kenya et du Premier ministre de la République démocratique du Congo, les pays membres ont passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre des pistes politico-militaires et présentent la solution politique comme la seule solution durable. Ils ont passé en revue les développements récents du Nord Kivu, en particulier la recrudescence des attaques contre les populations par des groupes armés qui a sapé les acquis, car les groupes locaux armés avaient déjà proposé de déposer les armes en échange de la paix et exhortent toutes les parties à se joindre à la recherche d'une paix durable dans l'Est de la RDC par le biais d'un dialogue intercongolais. Malgré des avancées dans la lutte contre l'insécurité en République démocratique du Congo, le président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, note la résurgence des cas de violence. Le Rwanda et la République démocratique du Congo s'accusent mutuellement d'ingérence dans leur espace aérien et terrestre. Le Rwanda est toujours accusé par le gouvernement congolais de soutenir les attaques du M23 qui mettent à mal les efforts entrepris par la communauté. The next session of dialogue will commence
La prochaine session du dialogue de paix se tiendra le 16 novembre 2022 au Kenya. Il a été souligné la nécessité de maintenir l'inclusivité en garantissant la participation de toutes les parties. En plus d'inclure dès la prochaine rencontre les chefs communautaires, l'UAC lance un appel au retrait des groupes armés étrangers pour un retour dans leur pays d'origine afin de permettre à plus de 200 000 déplacés de regagner progressivement leur domicile. La prochaine session du dialogue de paix débutera le 16 novembre 2022 à Nairobi, au Kenya. Et sachez qu'après ces consultations, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a été désigné médiateur dans cette crise. L'ex-chef de l'État qui, en juin dernier, avait appelé au déploiement d'une force régionale en vue de stabiliser l'est de la République démocratique du Congo. Au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais célèbre les 40 ans au pouvoir du président Paul Biya. Le chef de l'État est arrivé à la tête du pays le 6 novembre 1982, soit après la démission de son prédécesseur Amadou Ahidjo. 4 décennies marquées entre autres par cette volonté de consolider l'unité nationale. Corinne Kamzefem. Mobilisation constante et accrue derrière le président Paul Biya, c'est le mot d'ordre délivré par les hauts cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, alors que leur président national, le chef de l'État Paul Biya, célèbre 40 ans à la tête du pays ce mois de novembre 2022. Pour le secrétaire général adjoint du comité central du parti, Grégoire Owona, reçu en entretien sur Africa 24, cette mobilisation, année après année, représente le socle de la vitalité et de la pérennisation du renouveau politique qu'incarne le président Paul Biya à travers le RDPC. Le RDPC accompagne le président Biya dans sa mission depuis bientôt 37 ans et nous sommes fiers de l'accompagner compte tenu des choix fondamentaux qu'il a générés, qu'il a proposés au peuple camerounais et pour lesquels le peuple camerounais l'a choisi. Le bilan socio-économique du président Paul Biya des 4 dernières décennies fait apparaître une lutte acharnée contre la corruption dans le cadre d'une initiative dénommée Opération Épervier avec la mise en place de plusieurs structures de contrôle de gestion. D'un autre côté, le président Paul Biya a instruit dans le cadre des projets structurants la construction de nombreuses infrastructures routières, énergétiques, portuaires, sportives, médicales et académiques. Malgré des retards remarquables observés pour certains projets, ces infrastructures participent à l'amélioration du tissu économique diversifié porté par le dynamisme d'un secteur privé en plein essor et d'un entrepreneuriat féminin et jeune qui positionne le Cameroun comme une véritable locomotive de la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun reste un pays très ouvert qui n'a jamais vraiment été agressif vis-à-vis des autres et qui est ouvert à tous les échanges. Donc c'est tout cela, du leadership à l'implication des femmes et des hommes camerounais dans le monde de la production et d'une économie véritablement dynamique. C'est tout cela qui, à mon avis, peut justifier de ce leadership du Cameroun. Sur les secrets de la longévité du président Paul Biya à la tête de l'État, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC invoque une gouvernance qui place l'humain au centre, ainsi que le respect des règles démocratiques entre autres. Depuis 1982, le président Paul Biya a déjà été réélu 7 fois au cours d'élections multipartites. À 3 ans de la prochaine présidentielle au Cameroun, le haut cadre du parti au pouvoir ne fait aucun mystère sur les perspectives au sein du parti. Aujourd'hui, rien, alors vraiment rien, ne m'empêcherait de suggérer que nous devons nous préparer à le réélire en 2025. Rien aujourd'hui. La politique qu'il mène est satisfaisante. Il est en possession de ses possibilités pour gouverner. Pourquoi commencer à parler aujourd'hui d'un éventuel départ ? En attendant la tenue de la présidentielle, le parti du président Paul Biya, qui a procédé en 2021 au renouvellement de ses organes de base, prépare les sénatoriales prévues en 2023.
À moins de 2 mois des élections législatives au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a reçu ce 8 novembre la liste électorale informatisée réalisée par l'Agence nationale d'identification des personnes. Selon cette liste, plus de 6 millions de personnes sont attendues aux urnes dans le cadre de ce scrutin prévu le 8 janvier 2023. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. 6 600 572 électeurs sont attendus aux urnes le 8 janvier 2023 au Bénin pour élire les députés de la 9e législature du pays à l'ère du renouveau démocratique enclenché en 1990. En pleine activité de l'étude du fond des dossiers de candidature des 8 partis politiques ayant obtenu leur récépissé provisoire, dans le cadre de la phase d'enregistrement des déclarations de candidature des partis politiques, le fichier électoral dénommé Liste électorale informatisée LEI a été transmis à la Sénat à Cotonou. La liste électorale informatisée est réalisée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. La population électorale brute est estimée à un total de 6 600 572 électeurs répartis sur 17 749 postes de vote dans 7 986 centres de vote. Suite à la demande d'inspection de la version provisoire de la liste électorale informatisée provisoire LEIP, formulée par le Fonds des organisations nationales contre la corruption FONAC, un consensus a été trouvé sur son acceptabilité à défaut d'un audit avec des partis politiques engagés dans le processus et l'ANIP. Le fichier électoral LEI, une fois réceptionné, permettra à la Sénat de gérer les centres et postes de vote dans le cadre du scrutin du dimanche 8 janvier 2023. Nous connaissons les péripéties qui ont jalonné l'élaboration de cette liste depuis le recensement administratif à vocation d'identification des personnes physiques RAVIP à la LEI, en passant par la liste électorale informatisée provisoire LEIP. A noter qu'après la phase de dépôt des dossiers de candidature, les 8 partis politiques ayant obtenu leur récépissé provisoire sont en attente de la validité de leur candidature. En cas d'insuffisance constatée, la Sénat les notifie aux candidats ou aux partis politiques concernés et l'invite à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification. Toutefois, des partis politiques, à l'instar du parti d'opposition Les Démocrates, restent encore confrontés à l'obtention de quitus fiscaux. Le Bénin, où parallèlement le procès relatif au drame du Centre national universitaire hospitalier de Cotonou a été renvoyé au 22 novembre prochain. Drame survenu en octobre dernier et qui a causé la mort de 4 patients en réanimation à la suite d'une coupure d'électricité. Le motif de ce renvoi, un nouvel élément a été ajouté au dossier. Il s'agit du rapport de la Société béninoise d'énergie électrique. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le chef de la division électricité du CNHU, un agent et 2 électriciens d'une structure en charge du générateur d'oxygène du service d'anesthésie-réanimation du CNHU, qui avait été placé sous mandat de dépôt suite au décès de 4 patients survenus au CNHU le vendredi 7 octobre 2022, ont comparu mardi 8 novembre 2022 devant le juge au tribunal de première instance de Cotonou. Après une première audience le 25 octobre 2022, celle du 8 novembre n'est pas allée à son terme. Ceci en raison de l'apparition d'un nouvel élément dans le dossier. Il s'agit d'un rapport de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE sur réquisition du ministère public. Je pouvais m'insurger autrement puisque le débat étant clos. Une pièce qui vient encore au débat doit être discutée. Mais j'ai souhaité, en attendant d'en prendre copie, que la SBE comparaisse à notre prochaine audience. Avec ce nouveau document, notamment le rapport de la SBEE versé au dossier, le procès a été renvoyé au 22 novembre 2022. Suite à l'introduction du rapport de la SBEE dans le procès ouvert le 25 octobre 2022, le collectif des avocats de la défense a estimé que le principe du contradictoire doit être respecté. Une condition qui favorisera la consultation de ce rapport et l'interrogation du concepteur. Des parents de victimes ayant décidé de porter plainte devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET se désolent de la manière dont le procès se déroule.
La justice n'a qu'à faire son travail. Ce qui m'énerve vraiment, nous on a su qu'il y a eu coupure le 7 à 2h52. Selon nos informations, la coupure a eu lieu déjà vers 2h30. Et on nous fait comprendre que dans la journée du jeudi, il y a eu coupure. C'est là, c'est grave. C'est là que je dis négligence des responsables de la direction du CNHU. A noter que les parents des victimes plaident pour l'impartialité de la justice dans ce dossier. En dehors d'un communiqué du gouvernement présentant les condoléances du gouvernement aux familles éplorées, des parents de victimes n'ont reçu à ce jour aucune visite des autorités. Certains ont déjà procédé à l'inhumation de leurs défunts. À l'instar des autres victimes, Dame Ariel Adeniyi, une professeure de langue française âgée de 39 ans et veuve, a laissé 2 enfants mineurs à la charge de ses parents. Focus à présent sur l'agence angolaise pour la promotion des investissements privés et des exportations. Créée en 2018, cette structure vise à diversifier l'économie et à accroître la participation du secteur privé non pétrolier à l'économie. Autre mission qui lui a été confiée, créer les conditions optimales en vue d'attirer davantage les investissements dans le pays. Mildred Yamou. Pour accélérer ses projets de développement, l'Angola s'est doté en 2018 d'une agence pour la promotion des investissements privés et des exportations APEX. L'APEX se focalise sur la diversification de l'économie et la création des conditions propices pour attirer davantage d'investissements directs étrangers dans le pays. L'agence a également pour mission d'accroître la participation du secteur privé non pétrolier à l'économie du pays, afin de réduire la dépendance aux hydrocarbures, qui représentent 95% des exportations de l'Angola. Nous sommes une entité très dynamique, jeune et dévouée à assister et à faire partie des nouvelles réformes en cours en Angola, afin que l'Angola parvienne à attirer beaucoup plus d'investisseurs dans le pays en vue de participer aux efforts du gouvernement pour diversifier son économie. À travers le programme d'appui à la production, à la diversification des exportations et à la substitution des importations Prodesi mis en place par le gouvernement angolais, l'APEX soutient les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises locales pour parvenir à une véritable diversification de l'économie. Ce, dans le souci de multiplier les opportunités d'emploi, d'augmenter le niveau d'exportation et d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Nous avons eu de nombreuses étapes pour répondre aux besoins d'attraction des investissements. Au début, nous avons dû adapter notre cadre juridique à un cadre plus concurrentiel. Nous ne nous limitons pas à attirer des investissements étrangers, mais nous aidons également les entrepreneurs angolais à être plus proactifs en tirant parti des efforts en cours pour diversifier notre économie. Et jusqu'à présent, nous pouvons dire que nous avons enregistré des progrès. L'Angola, par le biais de l'Agence nationale pour la promotion des investissements privés et des exportations, a introduit de nouvelles procédures dans ses relations avec les investisseurs. Le pays est passé à un environnement plus numérisé, reposant de plus en plus sur des TIC. Avec ces innovations, l'Angola est désormais en mesure de répondre à l'enregistrement d'une nouvelle initiative d'investissement en moins de 3 jours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.